Salut, c'est Mathieu, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. À 37 ans, j'ai tout quitté et aujourd'hui, on parle de ça. Comment trouver les carpes en fonction des saisons. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, j'ai fait une vidéo et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2. C'est-à-dire que je vous ai proposé, et regardez, je vous le mets juste à côté, cette image. Regardez, le 4 avril, donc il y a un peu moins de 6 mois, 5 mois et demi, je vous ai proposé une vidéo comment trouver les carpes en fonction des saisons, une première vidéo d'approche globale générale, où on a vu d'un point de vue automne, hiver, printemps, été, mais en étant assez rapide et succinct. Et regardez cette vidéo qui a été publiée il y a moins de 6 ans. Grâce à vous, il y a déjà 16 600 vues. Donc merci beaucoup pour tout ça. C'est juste énorme. Et les commentaires ont participé à aider cette vidéo. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc vraiment, merci beaucoup. Parce que ça prouve bien que la chaîne a du sens pour beaucoup d'entre vous. Et vous me le redonnez bien et vous me le partagez bien dans les commentaires. Et aujourd'hui, 21 septembre, il est 15h30. Je voudrais bien mettre la vidéo le 21 septembre, c'est un peu adapté. Nous sommes l'automne, nous sommes le jour de l'automne tout du moins. Mais 15h30, vidéo qui doit être publiée à 18h, je voudrais bien. Autant dire qu'il faut y aller. Il est vraiment l'heure. Comment trouver les carpes en fonction des saisons? On a abordé dans la vidéo globale une approche rapide sur l'été, le printemps et l'hiver. Et aujourd'hui, 21 septembre, on va parler de comment trouver les carpes, mais vraiment là d'une manière plus spécifique et essayer d'appeler un peu plus dans le détail sur l'automne. C'est l'automne, c'est bien adapté, donc on va rester sur une logique dans ce que je vous ai partagé avec 3 approches pour aller plus vraiment dans cette idée et pour vous aider à ce que vous compreniez comment trouver les carpes en fonction de l'automne. Bien sûr, l'automne, ça reste une saison, donc 3 mois. Il va y avoir des nuances entre est-ce qu'il fait vraiment chaud cagnard, est-ce qu'on rentre vraiment dans le froid, est-ce qu'il a fait froid la nuit. Il y a toute une notion de la lune, ça je ne vais pas l'aborder, il y aura des vidéos plus tard. L'osmorégulation des poissons, ça joue également. Ce sera également d'autres vidéos plus tard, peut-être que j'y aborderai quelques notions, on verra ça. Mais j'ai décomposé donc cette vidéo comment trouver les carpes en automne de la manière suivante. On va parler d'abord d'une approche naturelle en parlant de la température, de la luminosité et de l'alimentation d'une manière globale sur les poissons en automne, quelles sont leurs stratégies ou comment elles vont s'adapter au milieu et surtout évoluer dans ce milieu. Ensuite, on va voir où trouver la bouffe durant cette période en automne et on va aborder 4 sujets vachement intéressants entre productivité, fruits, fleurs et une végétation bordelière, des cours d'eau, fleuves, rivières, peu importe où vous pêchez. Après, l'approche pêche. Bien sûr, en fonction des secteurs de pêche, il va y avoir une approche différente, mais là, on va globaliser dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. L'approche pêche, c'est-à-dire une notion de où pêcher par rapport à une couche d'eau ou une zone d'eau de manière globale, sachant que là on parle d'un étang essentiellement sur la même logique que ce carpodrome, étang avec 2 ou 3 paliers de profondeur, au centre on est très profond, un palier intermédiaire. Là s'il y a moins de fond, on est plus sur une logique à ce que nous sommes ici. Là, si nous sommes sur une zone avec moins de fond, on est plus sur une logique à ce qu'il y a des roseaux. Donc on est plus dans une idée où l'arrivée d'eau se fait ici. Ça dépend si vous êtes sur une logique de rivière comme ici. Si c'est une logique de nappe, vous n'avez pas ça. Donc là, on est plus sur une logique de zone roselière avec peu de fond. Et là, on se rapproche de plus de fond. Donc une idée à 3 paliers. Et on va finir avec des notions sur l'amorçage durant cette période, en automne, comment amorcer à mon goût d'une manière globale sur la pêche à la carpe et puis avec une approche après et également en complément sur un carpodrome plus spécifiquement. Et puis le bilan rapide de cette vidéo, comment trouver les carpes en automne. Pour moi, allez-y, n'hésitez pas à essayer de trouver tout simplement 3 lettres, vous aurez bientôt la réponse. On y va, on attaque cette vidéo, comment trouver les carpes en automne. On cible. Et je vous avais abordé la transition entre été-automne, donc dans la vidéo d'il y a 6 mois,
Et ce que je vous propose maintenant, évidemment, c'est de se faire une vidéo tous les 3 mois, une le 21 décembre, une le 21 mars et une le 21 juin, qui combleront cette série de vidéos. L'approche d'un point de vue naturel. La transition entre été et automne, quand je vous l'avais abordé, en été, ne négligez vraiment, mais vraiment pas. Je reviens là-dessus encore dès le début de cette vidéo, mais c'est super important. Comment pêcher les poissons en automne? Dès qu'il y a du chaud, et puis l'automne en septembre, fin septembre, mais surtout octobre, reste une saison super agréable à pêcher. C'est vraiment excellent. Donc, surtout pour les carpes, on va avoir les poissons qui vont très régulièrement, je vous l'ai déjà dit, venir sur les bords pendant l'été. Mais l'automne, début d'automne, octobre-novembre, ça va être la même chose. Sauf qu'elles ne vont pas être spécifiquement en bordure dès le matin, parce que les eaux vont se réchauffer, à l'inverse de l'été où on va conserver une température thermique, une température de l'eau moyenne et une thermocline en fonction des lieux de pêche plutôt assez élevée d'une manière générale. Donc là, ça va être un peu partout et durant la tranche de 24 heures qu'elles vont être sur le bord. Alors que là, en automne, elles vont toujours venir sur cette tranche de bordure, donc premier palier ou ce palier-là dès qu'il fait vraiment chaud et que les eaux se réchauffent vraiment, mais plutôt l'après-midi et en soirée. Pas forcément le matin comme en été à cause de cette température moyenne de l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Il faut quand même vous focaliser et comprendre que si vous voulez cibler des poissons en automne, la logique serait plus de les faire sur un palier intermédiaire, voire sur les grands fonds pendant toute la période de nuit ou le matin, et à partir du midi, quand ça commence à vraiment bien chauffer, et l'après-midi, vous pouvez commencer à pêcher ces zones-là. D'une manière globale, générale, vous allez faire plus de poissons ainsi. Et ça va être vraiment cool déjà d'avoir cette approche et vraiment bien de la comprendre. Donc voilà pour l'approche température. D'un point de vue eau, je ne vais pas non plus rentrer hyper dans le détail, sinon je ne veux pas que ce soit trop long, donc on s'arrête là-dessus. Après, l'approche naturelle d'un point de vue poisson. Là, je voulais vous dire rapidement, et je voulais aborder ça d'un point de vue l'osmorégulation. Là, on aborde rapidement parce que ça reste hyper important et essentiel. C'est comment les poissons vont gérer la pression et capter les différents minéraux et boire, se nourrir, enfin boire, s'oxygéner, se nourrir et recracher et capter les minéraux. L'osmorégulation va avoir un rôle vraiment important sur le comportement des poissons, leur croissance, leur déplacement, et on va avoir une notion complètement différente, voire même opposée entre guillemets, j'y reviendrai vraiment dans une vidéo spécifique, entre un milieu marin ou un milieu d'eau douce. Ou par exemple dans un milieu marin, ils vont capter pour rejeter de l'eau, mais capter les sels minéraux, et c'est assez intéressant que en milieu d'eau douce, c'est différent. On verra ça plus tard. Par contre, un truc super important dans la température des poissons à comprendre, ça va être la thermorégulation tout simplement directe. Et là, on va avoir soit deux aspects. On va avoir un aspect et une approche en termes de endotherme. Endotherme, c'est-à-dire que ça va être comme le fonctionnement de l'être humain, donc ça reste plutôt assez rare d'un point de vue poisson, c'est-à-dire qu'ils vont gérer la température de eux-mêmes par rapport à leurs organes. Comme nous, on reste constamment à 37,5, c'est les organes qui font le boulot, et ça peut arriver. Mais dans la plupart des poissons, et encore plus dans les carpes, vu qu'on cible cette vidéo comment trouver les carpes en automne, et on aborde la température des poissons, ils vont être endothermes, c'est-à-dire qu'ils vont se caler en fonction de la température du milieu. Donc si les eaux sont chaudes, le poisson a le sang et la température interne qui est chaude, et si les eaux sont froides à l'inverse, son poisson et son rythme va vraiment diminuer. C'est pour ça qu'en période hivernale, mais on reviendra là-dessus sur la vidéo comment trouver les carpes en hiver, eh bien les poissons vont essentiellement être au centre, peu d'activité, ils ne se déplacent pas beaucoup. Cette température et cette régulation de la température des poissons endothermes, elle va être également appelée poikilotherme. Donc la plupart des poissons vont être poikilothermes, et c'est cette notion à vraiment bien comprendre quand les eaux se réchauffent, comme je viens de l'aborder au début de cette vidéo. Les eaux se réchauffent, les poissons sont nerveux, ils veulent chercher à bouffer, ils ont de la patate. Le poisson se réchauffe en même temps car ce sont des poikilothermes, et ils vont se déplacer énormément.
À l'inverse, ou s'il fait très très froid la nuit, on a cette notion où ils redescendent au centre pour se calmer, se poser, puis s'alimenter de façon différente. Bon, allez, on arrête là sur cette notion température, régulation thermique des milieux ou des poissons. On passe à la notion maintenant de luminosité. La luminosité, ça va être super intéressant. Printemps-été, je vous l'ai déjà abordé, on reviendra vraiment dans les vidéos à fond la caisse, sur le lever du soleil. Allez vous mettre sur les zones où le lever de soleil se lève. Si votre lever de soleil il est ici, ça veut dire que les rayons ils tapent à l'opposé. Donc c'est là que vous allez faire vos pêches de matin, de midi. La luminosité en automne, elle va pas vraiment avoir le même aspect ou le même impact. Déjà le soleil est bien plus bas. On n'est pas encore au plus bas comme en hiver, mais durant ces 3 mois-là, il va être au plus bas et de plus en plus bas. Donc on va déjà moins avoir l'impact de réchauffement de surface qui a un rôle pour aussi proposer une nourriture sur les poissons. Ce qu'on peut retrouver printemps-été, dès qu'il fait super chaud, on a une grosse productivité, vous pouvez constater que les poissons vont sur les paliers supérieurs de l'eau, en surface. Il y a aussi une notion de productivité naturelle ou d'oxygène également. C'est vrai que là, je n'ai pas abordé, mais c'est intéressant à comprendre. Et cette luminosité, on la lie avec l'alimentation, comme je vous ai dit. Mais on va revenir un peu là dans le détail, de toute façon, sur le deuxième axe, avec où trouver la bouffe. Eh bien, moins de lumière, moins de productivité naturelle sur certaines couches d'eau, donc les poissons commencent à trouver un aspect régulier sur la notion de moyenne eau et eau profonde. Et vous allez voir dans la vidéo qui suivra comment trouver les carpes en hiver, les poissons vont essentiellement se concentrer au plus profond de l'étang. On y reviendra. Là, on est en automne, ils vont être soit sur le fond la nuit, bien sûr, mais ils vont avoir tendance à revenir sur ces paliers-là. Donc c'est pareil, quand vous abordez vos pêches et que vous allez à la pêche le matin, là, vraiment en automne, et encore plus en novembre, et puis décembre, allez les chercher vraiment au centre, en pleine eau, et plus forcément sur les bordures. Le matin, hein, bien sûr. S'il y a un gros rush de soleil l'après-midi, n'hésitez pas à tenter votre coup. Les carpes vont profiter, avant également l'hiver, de se nourrir le plus possible. C'est pour ça qu'on y reviendra là, vite fait, pour la pêche en automne. C'est juste une période excellente. On revoit ça juste après. Voilà pour cette approche naturelle, en fonction de la température, la lumière et l'alimentation. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, pour voir ce que vous pensez de cette chaîne, comment elle se développe, et n'hésitez pas à me poser d'autres questions éventuellement pour aider au développement de cette chaîne. Allez, on continue. Où trouver la bouffe, donc l'aliment, ou comment une carpe tout du moins va trouver son alimentation hors pêcheur, d'un point de vue naturel, sur les étangs, les rivières, les cours d'eau. Je pourrais vous faire une vidéo bien sûr spécifique, et ça viendra peut-être en saison 2 ou en saison 3, de comment trouver les carpes en automne, mais en rivière, en fleuve, en lac. Ça peut être super intéressant par rapport à la production, surtout la productivité naturelle de ces différents écosystèmes et de ces différents biotopes pour le poisson, leur milieu de vie qui va avoir des caractéristiques complètement différentes d'un point de vue nourriture, et qui donc va faire que ces populations vont se déplacer, s'alimenter différemment. On verra ça en saison 2. Pour le moment, on finit cette première saison avec l'épisode 2, l'automne, et on verra ça l'année prochaine. Donc trouver la bouffe d'un point de vue productivité. On vient d'aborder déjà cette notion lumière-alimentation, tout est lié de toute façon, et là on voit plus dans une diminution de la productivité essentiellement due à la diminution de la baisse de la lumière et de la température. C'est lié. Et là on aborde les blooms. Les blooms de phytoplancton, d'abord zooplancton, bon, il y a plein d'autres choses avant le zooplancton, et ensuite il y a le zooplancton, puis le phytoplancton, encore d'autres choses, et on va sur une nourriture très simple à trouver, absorber, s'alimenter, prendre en permanence, même pour les carpes bien sûr. Ensuite, il y a la notion d'insectes, on y revient, quelque part il me semble, c'est pas grave, on y revient de toute façon, et la notion super importante des différents substrats dans le sol. En fonction de l'étang, vous devez trouver les caractéristiques de ce plan d'eau.
Est-ce qu'il va être 100% vaseux? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres autour? Est-ce que les feuilles vont s'accumuler? Comment s'accumulent-elles? À quel endroit s'accumulent-elles? Parce que ces feuilles vont proposer une nourriture sur octobre-novembre qui va toujours être là décembre, janvier, février. C'est super intéressant. C'est pour ça qu'on va y revenir sur la vidéo de comment trouver les carpes en hiver, la prochaine épisode. Mais là, on a une accumulation des feuilles. Allons dans l'ordre. On vient de parler du bloom. Bah, lève là les insectes, bien sûr, dans la foulée. Parce que, avant d'aborder la notion également des fruits dans le milieu naturel et sur la ripisylve et la bordure des cours d'eau, qu'est-ce qu'une carpe fait en permanence? Comme nous, elle a besoin de manger. La nourriture naturelle, elle va la trouver en fonction du zoo et du phytoplancton et des fruits qui sont en bordure. Ça va être essentiellement dû aux arbres ou aux décompositions des végétaux qui tombent dans l'eau. Et c'est là où on tombe sur cette notion de feuille. Je vais d'abord faire la feuille parce que ça c'est vraiment ultra intéressant. On a abordé les blooms, on parle des insectes mais rapidement parce que les insectes, il va y en avoir tout le temps qui se produisent, toute l'année. De toute façon, la température de l'eau vraiment sur le fond, sur la vase, eh bien, elle va ne pas changer. Elle ne va jamais descendre en dessous d'une certaine température. Donc il y a toujours une petite productivité. Les insectes ne sont pas forcément produits uniquement sur le fond, ils peuvent être produits en intermédiaire sur les différents substrats, des pierres, des accumulations, du sable, même de la vase et également des feuilles. Il va y avoir également une notion racinaire ultra importante. Peu importe votre bordure de l'étang, dès qu'il y a de la végétation, il y a des racines potentielles. Les carpes vont entre autres fouiller également et aller très régulièrement bouffer ces bordures d'étangs ou de zones de pêche durant toutes les périodes chasses parce qu'elles savent qu'il y a une nourriture riche là-dedans. Et puis elles adorent, elles font que ça. La carpe est un des poissons les plus curieux. On peut la pêcher à tout, vraiment à tout, c'est certain. Parce que d'abord elle va goûter, mastiquer avec ses dents pharyngéennes avant de recracher tout ce qu'elle veut pas et de consommer ce qu'elle veut. Je vous aborderai plus tard l'anatomie des poissons d'une manière globale et on fera des vidéos bien sûr sur l'anatomie des carpes de manière spécifique. Ça viendra avec l'évolution de la chaîne, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais vous pouvez comprendre qu'elle goûte en permanence, donc c'est pour ça qu'on peut faire des carpes à tout. Parce que c'est vraiment la curiosité, elle teste et si ça lui plaît, elle avale, tout simplement. Et là, on finit avec ces feuilles. Comme je vous ai dit, la végétation bordelière est ultra importante. Mais dès qu'on a des arbres sur un cours d'eau, et vous le constatez si vous pêchez de manière régulière, les poissons et encore plus les carpes vont avoir tendance à se concentrer sur ces arbres, autour de ces arbres, sous ces feuilles. C'est pas pour rien du tout. Déjà, il y a un système racinaire présent en bordure. Donc si vous avez un arbre, peu importe l'arbre, qui est en bordure d'eau, donc en fonction des arbres, ça va être différent déjà. Si c'est des sols, c'est intéressant, mais ça ne va pas proposer la même nourriture naturelle que par exemple un aulne, un chêne ou un hêtre, puis ainsi de suite. Et leur système racinaire en fonction de chacune de ces espèces va être également différente. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là sur cette vidéo. Par contre, on aborde quand même la notion de feuilles. Il y a plein de feuilles sur un arbre. Forcément, en automne, c'est le début de la chute. À mon avis, là, ça commence déjà depuis une semaine ou deux, mais c'est vraiment plutôt début octobre jusqu'à mi-octobre et tout peut tomber sur la dernière semaine d'octobre, voire novembre, selon où vous êtes situé, bien sûr. Et bien, toutes ces feuilles, elles vont s'accumuler. Elles s'accumulent là en bordure, elles font des tapis. Et c'est ça que je voulais vous dire, avant les feuilles, il y a des racines spécifiques. Les racines spécifiques de tous ces arbres, sans rentrer dans le détail, eh bien ça va être aussi une richesse incroyable et une production naturelle d'insectes. Mais il n'y a pas que ça, parce que les insectes aériens vont également être énormément présents dans les feuilles.
sur les tiges, sur les branches, et c'est aussi des insectes qui vont vivre, mourir selon les espèces de manière très très régulière, parce que le cycle des insectes est ultra rapide d'une manière générale, et tomber très régulièrement dans l'eau. Donc c'est pas non plus pour ça, c'est pas non plus pour rien, pardon, que les carpes sont là sous ces arbres. Il y a vraiment un intérêt pour elles alimentaire énorme, non seulement de cage, de sécurité par rapport à la lumière, le taux d'oxygène qui est plutôt correct en permanence parce que ça reste à l'ombre, mais une productivité et une richesse en permanence pour s'alimenter. C'est pour ça qu'on est là sur comment trouver les carpes en octobre d'un point de vue bouffe et surtout la notion de nature. La nature, elle nous montre vraiment tout et on a juste à l'observer et appliquer. C'est pareil pour votre notion de pêche. Si vous voulez aller au bord de l'eau et que vous ne connaissez pas le plan d'eau, observez le plan d'eau, demandez de l'aide et des conseils à tous les pêcheurs qui sont sur ce plan d'eau ou qui le pratiquent régulièrement. Vous allez avoir des indications sur où se trouve le poisson, les caractéristiques de l'étang en interne, sachant que toutes les caractéristiques déjà extérieures vous donnent énormément d'indices, et les caractéristiques internes de l'étang, donc sous l'eau, sont hyper importants. Nature des sols, est-ce que c'est déjà sur nappe? Est-ce qu'il y a un ruisseau qui passe, ça veut dire un courant en permanence? Est-ce qu'il y a des souches? Est-ce qu'il y a des pierres? Est-ce qu'il y a des accumulations de pierres? Tout ça, ça a un rôle et c'est super important, ce qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça que passer du temps à sonder a un réel intérêt dans pas mal de plans d'eau et dans pas mal d'endroits de pêche d'une manière générale. Ensuite, on finit avec cette notion de feuilles qui s'est accumulée au bord. Et là, on va, ou peut-être vous l'avez déjà vu si vous pêchez un peu au carnassier, quand les feuilles tombent, elles mettent du temps à tomber au fond. Elles vont stagner un peu en intermédiaire. Ça peut aller de 1 semaine à franchement 2-3 semaines parce que déjà les feuilles ne vont pas tomber de manière régulière d'un coup. Déjà ça va s'espacer. Et elles ne vont pas tout de suite aller forcément au fond. C'est ce qu'on retrouve en carnassier quand on pêche sur cette bonne période aussi ultra intéressante. La playlist carnassier va se mettre en route bien sûr bientôt. Et qu'on jette les leurres, on est dans les feuilles, on est tout le temps emmerdé, c'est horrible. Parce que c'est frustrant, souvent c'est une période où ça mord plutôt correctement et on va faire du lancer ramener et avoir plein de feuilles. Parce que ces feuilles vont rester sur la couche d'eau avant de tomber. Ça, c'est une magnifique nourriture gratuite pour les carpes pour en permanence fouiller, tester. Et souvent ça va correspondre dans la foulée à la chute de certains fruits. Chêne-hêtre, châtaignier, peu importe, marronnier, vous allez avoir tout qui tombe, noisetier, même si les noisetiers ça va être un peu avant, et bien tout ça, ça tombe et les poissons ils bouffent, mais ils font que ça. Là-bas, je vous ferai peut-être 1 ou 2 vidéos, ça serait l'occasion, j'aurai peut-être pas le temps cette année, mais ça serait vraiment intéressant de vous montrer. S'il y a un petit coup de vent, je vais sous les chênes au moment des chutes des glands, mais c'est de la folie. Le gland, des fois, il n'a même pas le temps d'être, je sais pas, elles ont des radars, elles observent les glands et il a à peine touché l'eau, boum, une carpe, elle le chope. Et ouais, c'est juste super intéressant à découvrir tout ça. Et ça doit vraiment vous donner, vous permettre d'avoir cette notion d'importance du milieu naturel avant même la notion de à quoi je pêche. Bien sûr, votre type d'èche, votre présentation va avoir un rôle majeur sur la quantité de poissons que vous allez faire, mais la zone reste un des trucs les plus importants, déterminer sa zone de pêche. Et si en hiver, vous avez un étang où il y a une zone avec des arbres, un plat ici, et que là, il n'y a rien du tout, et que vous allez faire votre sortie, on divise l'étang à 2 par exemple, vous avez un parking là. C'est l'exemple vraiment classique. Il y a le parking d'un étang où il y a plein de nourriture naturelle, zone sauvage ou quoi, même on pense que c'est l'automne ou l'hiver, il n'y a aucune richesse. On est sur le parking et puis vous allez pêcher là ou là. Alors si vous n'allez pas déposer vos lignes là, c'est pas bon du tout. Hein. Allez pêcher là, même en automne ou en hiver, parce que ce poste va vous offrir le top du top. Vous pourrez mettre une ligne au centre, une ligne intermédiaire, une ligne sous la végétation. Il ne faut pas aller vous mettre 3 lignes ici. Ou 2 lignes, peu importe, mais il ne faut pas avoir cette logique-là. Il va y avoir beaucoup moins de potentiel à faire du poisson en quantité sur cette zone-là, peu riche en bordure, que sur cette zone-là, très riche d'un point de vue naturel. Attention, je n'aborde pas la notion de bruit, parce que faire du bruit au bord de l'eau, c'est mauvais? Ah non, pas du tout.
pas du tout mauvais pour tous les poissons d'une manière générale, mais encore plus pour les carpes. Elles comprennent que le bruit, c'est des autres interactions, c'est de l'autre animation, c'est potentiellement de la bouffe. Elles vont aller voir par curiosité. À vous de savoir présenter les bonnes choses. Allez, où trouver les carpes en automne? On a abordé l'approche naturelle et puis les notions sur la bouffe. Je vous ai également dit un peu les différents fruits qui sont super importants. Au-delà des arbres et de tout ce que ça donne, vous allez aussi avoir des joncs qui vont larguer leurs graines. Et ça aussi, ça a un rôle. Plein de fleurs éventuellement en bordure vont avoir le même rôle. Donc voilà, tout ça c'est intéressant. La végétation bordelière, on vient de l'aborder d'un point de vue arbre. La végétation bordelière des cours d'eau, c'est la ripisylve. Et cette ripisylve, c'est les premiers 80 cm à 1 mètre. Ce rôle de cette ripisylve, moi je l'ai déjà bien abordé, on ne va pas revenir là-dessus. Peut-être qu'on en reparlera plus dans le détail au printemps, en été, ça va être vraiment intéressant. Je ne veux pas non plus que cette vidéo dure trop longtemps. Par contre, les différentes natures des substrats, ça, je viens de vous le dire il y a 3-4 minutes, mais c'est plus que primordial. Chaque substrat, donc là il y a des branches et un arbre qui est couché. Pas terrible les branches. Allez, un arbre dans l'eau. Là, c'est un amas de pierres. Là, ça va être du sable. Bon, forcément, il y a peu d'étangs qui présentent tout ça. Mais des fois, on a des combinaisons ou des caractéristiques. Non seulement également avec la bordure comme ici où il pourrait y avoir des roseaux. Je l'ai fait là parce que si c'est la zone la moins profonde, généralement, les roselières vont se développer sur ces zones les moins profondes. Mais les différences entre là et là, les différences entre là et là, le sol, la berge, ses branches, différence entre chacun de ces cailloux et les cailloux sur le fond et les cailloux avec la surface. Tout ça, ça va être des edges, on va appeler ça edge, mais en fait c'est une limite différente entre deux écosystèmes vivants. Mais on en a partout sur nous, sur un poil, sur notre doigt, sur chaque chose, il y a des edges différents dans chaque creux de truc. Et chaque edge différente propose une vie bactérienne différente. Et cette vie bactérienne est à l'origine de toutes les formes de vie qui vont suivre. Donc ça veut dire que toutes les formes de vie, d'alimentation de chacune de ces interactions différentes va proposer quelque chose de différent pour les poissons. Donc si on est là-dessus et qu'il n'y a rien du tout, pas bon. Que si on trouve une zone de sable, une zone de cailloux et qu'on va pêcher une ligne sur le sable, une zone en plein milieu du caillou ou une ligne intermédiaire, voire sur les branches, là on a tout bon parce qu'on a été loin dans la proposition naturelle des poissons. Donc ça veut dire qu'ils sont là en permanence et on a juste à proposer la bonne èche. C'est ça qu'il faut vraiment que vous y allez à fond la caisse et que vous n'hésitez pas à rechercher avant même de dire j'ai envie d'aller pêcher, je suis sur mon plan d'eau, je balance. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui offre des niches, des caches, de la nourriture? Ça va faire toute la différence. Allez, on finit cette vidéo avec l'approche pêche dans les grandes lignes. Comment trouver les poissons en automne et où pêcher? Je vous l'ai dit, je savais que ça allait un peu le bordel ici, donc j'ai refait ça vite fait. Température qui augmente, température qui descend. C'est pas compliqué. Température qui augmente ici, vous venez sur ces zones. Hop, de 14h à 17-18h et entre 17 et 19h, vous repassez ici. Le reste du temps, entre 19-20h et jusque donc 11h, midi, même si ça peut être 10h si les rayons du soleil chauffent vraiment bien les temps, les poissons vont être sur cette zone. Donc c'est simple, vous avez 3 niveaux, souvent des paliers, 3 ou 4 niveaux dans les étangs. Vous êtes là pour vos horaires de pêche, n'hésitez pas. Quand les températures diminuent, donc ici, vous revenez uniquement sur ces zones-là. Bon, il faut bien sûr déterminer les températures puis vous habituer à la pêche, mais en automne, vous repassez sur ces zones-là. D'une manière générale, c'est vraiment un bon conseil, je pense, que je peux vous donner. D'un point de vue amorçage et notre approche pêche par rapport aux quantités et au volume d'amorce que vous allez mettre, eh bien là j'ai envie de dire
où je suis et où vous l'avez peut-être constaté sur la première vidéo globale ou que vous le constaterez dans les autres vidéos, sur l'hiver, même si l'hiver ça ne veut pas dire, mais surtout printemps-été, j'ai toujours une notion de mettre le moins possible, très précis, et proposer votre appât là-dessus. Là où, à la différence complète de l'automne, pas forcément le début de l'automne, vraiment sur les 10 premiers jours jusqu'au 5 ou 10 octobre, du 20 septembre au 5-10 octobre, mais là où j'aurais bien envie de dire, vous mettez soit un stick si vous êtes opposé, soit une demi-coupelle ou un 3/4 de coupelle, d'une manière globale toute l'année avant d'avoir votre première touche et reproposer du rappel très régulièrement, hors hiver bien sûr, vous allez, et là c'est moi qui dis, mais doubler ou tripler votre amorçage au départ. Donc là où vous pourriez mettre par exemple 3 ou 4 frondes, bon après ça dépend comment on va déposer en bateau, si vous pêchez à carpe, mais au cou, c'est plus simple d'avoir ce référencement là au cou, ce référentiel là au cou pour le moment. Là où vous mettiez une demi ou un tiers de coupelle, vous pouvez mettre jusqu'à 2 coupelles ou 2 coupelles et demie en automne. L'automne, octobre-novembre, et on va y venir, dans le bilan, c'est juste le top. C'est le top de la période de l'année pour pêcher les carpes. C'est pas compliqué. C'est le top du top. C'est la meilleure période, essentiellement due à 2 aspects. Donc cette température qui diminue, cette productivité, donc les poissons vont se dire il faut vraiment que je bouffe. Parce que les poissons et encore plus les carpes ont besoin de faire beaucoup de réserves pour passer l'hiver. Ils anticipent, tous les poissons d'une manière générale. Déjà parce qu'il y a moins d'activité en fonction de la température et de la productivité, mais ils ont besoin de ça pour enrichir leur graisse. Si potentiellement ils ont besoin d'énergie, ils vont taper dans les graisses. Et comment ils vont enrichir ces graisses, cette masse graisseuse? Eh bien en bouffant. Et c'est pour ça qu'ils vont accumuler et consommer beaucoup et se nourrir essentiellement en octobre, en novembre. Il pourrait y avoir des caractéristiques sur cette alimentation en termes de richesse, mais là on y reviendra dans des futures vidéos caractéristiques sur quel type d'aliments proposer en fonction des saisons. C'est encore vraiment autre chose, on n'y est pas pour le moment, on a juste l'approche globale. Et comment trouver les carpes en automne, c'est aussi cette notion d'amorçage qui est importante. On peut proposer beaucoup plus que le reste de l'année de manière globale, tout du moins en entrée de pêche, sur notre amorçage de départ. Et beaucoup plus, ça reste modéré, hein. N'allez pas mettre 3 kg de pelé, enfin, ça sert à rien n'importe où. Sauf en grand lac, c'est encore autre chose, où les populations sont différentes et où c'est beaucoup plus difficile de faire venir une population. Donc il ne faut pas louper les passages rares, entre guillemets, si vous n'avez pas d'éco-sondeur pour trouver les bonnes zones, surtout des zones comme ça différentes. Mais d'une manière globale, surtout si vous êtes au cou, on doit proposer encore plus de matière. Parce que là, les poissons, ils vont vraiment... Je vais dire régulièrement dans l'année, au printemps ou en hiver, ils ont tout rincé ou ils mangent super vite. Ouais, c'est des vrais aspirateurs. Vous mettez une demi-coupelle ou un tiers de coupelle, elle peut être avalée en 15 ou 20 secondes s'il y a 5 poissons qui sont passés. Fini. Et après, on n'a plus de touche pendant un quart d'heure. C'est pour ça que je rappelle très régulièrement. Et là, en automne, c'est pareil, sauf qu'on multiplie les quantités, tout simplement. Donc, mettez 2 ou 3 coupelles à l'amorçage en arrivant et continuez de rappeler. Généralement, je rappelle avec un quart de coupelle. Là, on peut y aller avec une demi-coupelle ou un 3/4 de coupelle. Souvent, il y a 3 caractéristiques sur les coupelles au cou ou en termes de volume. On va être sur du 30-40 ml, 60 jusqu'à 120 ou 140 ml. Je parle souvent de la coupelle intermédiaire à 80-90 ml. Pour vous donner des notions comme ça de quantité, c'est plus simple. Ce qui correspondrait à 2 ou 3 frondes. Et voilà. Bon. Voilà pour cette vidéo, 21 septembre, il doit bientôt être 4h, 4h15, je ne sais pas si je veux mettre la vidéo à 18h, il faut que j'y aille. Merci beaucoup de continuer de partager, j'espère que ça vous plaît toutes les vidéos que je vous propose. C'est ma passion de jeunesse, j'ai juste tout quitté et depuis 2 ans je suis sur ce lieu, Carpodrome, un modèle de pêche Carpodrome pour le moment. On verra comment ça évolue dans les années, mais je suis surtout sur un lieu d'accueil en pleine nature, en pleine forêt, au milieu de la Corrèze. Je vous laisse découvrir ça si vous voulez plus d'informations sur carpodrome.fr. Et puis si vous voulez une notion d'itinéraire par rapport à où vous êtes,
vous allez directement sur Google, carpodrome.fr, vous pouvez faire votre itinéraire tout de suite. Donc ça c'est super pratique. Merci beaucoup de continuer de partager autour de vous. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez me faire en retour. Partagez cette chaîne, au-delà que ça m'aide réellement et avec un impact énorme parce que eh bien, c'est tout simplement grâce à vous que ça se développe. Plus forcément uniquement grâce à mon boulot. Et ça c'est juste super cool. Pourquoi je vous disais ce lieu et ce modèle Carpodrome? Parce que si vous aimez pêcher et que vous kiffez pêcher à plein de choses, autour d'ici, il y a plein de trucs. On verra avec les années et puis les saisons, les playlists qui vont se développer, des pêches au cou, des pêches en lac, des pêches en rivière, aussi bien à la truite et au carnassier, parce qu'il y a un biotope dans un secteur, on va dire, de une demi-heure en voiture, c'est déjà pas mal, mais si on monte jusque 3/4 d'heure, 1 heure, c'est génial, on accède à plein de trucs. Donc je vais vous faire découvrir tout ça au fur et à mesure des années. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Des commentaires ultra positifs que j'ai chaque jour, qui me nourrissent et qui me motivent à aller encore un peu plus loin sur cette chaîne chaque jour pour que ça devienne vraiment ultra intéressant. Donc merci beaucoup. Faites de vos rêves votre vie. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!